Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, justice, enfance. Ce soir, encore en direct sur RLP à Lyon-Périgord, depuis Coulommiers-Chamiers, avec Stéphane, la Famille, justice, enfance, l'émission sur la famille, la justice et l'enfance. Vous l'auriez tous deviné. Alors aujourd'hui, un sujet dont on entend beaucoup parler, qu'on va traiter ensemble là, le PN, le pervers narcissique. On est tous là à se traiter les uns les autres de pervers narcissiques. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous allons en parler aujourd'hui avec Pauline Bonamy qui est avec nous dans les studios. Pauline, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bon, très bien. Alors, pour commencer un petit peu, qu'on sache effectivement qui vous êtes, donc vous exercez en libéral à Périgueux, vous avez un cabinet de psychologie, vous travaillez aussi, me semble-t-il, dans un centre qui s'appelle le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile de Périgueux. D'accord, c'est très bien. Eh bien, allez-y, dites-nous, qui êtes-vous? Qui est Pauline Bonamy? Dites-nous. Eh bien, je suis psychologue clinicienne, effectivement, au sein d'un service de soins infirmiers à domicile à Périgueux, à mi-temps, et j'exerce également en tant que psychologue libérale. Alors, psychologue clinicienne, ça veut dire un master? Ça veut dire un master, effectivement. Parce que je crois qu'en psychologie, il y a 4 spécialisations, c'est ça, en master 2? Oh, il y a beaucoup plus que ça, de spécialisations. Qu'est-ce qu'il y a comme spécialisation? Psychologie, psychopathologie, psychologie cognitive, psychologie du développement, psychologie de la santé, psychogérontologie, psychologie sociale, voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la psychologie? J'aime le contact, le rapport humain, comprendre le fonctionnement effectivement du psychisme humain. Voilà. C'est ça qui a fait qu'à 18-19 ans, vous vous êtes dit, je veux faire psychologue. Vous le saviez déjà ou vous avez essayé par hasard? Non, je le savais déjà. C'est venu assez tôt. C'est vrai? Finalement, oui, en ayant rencontré au sein de l'école primaire un psychologue scolaire. D'accord. Une transmission, en fait, de quelqu'un qui vous a marqué. Tout à fait, qui m'a attirée et intriguée par ce qu'il pouvait proposer aux élèves de l'école. D'accord. Et j'ai été curieuse d'aller chercher un peu plus loin. D'accord. Où est-ce que vous avez étudié? J'ai étudié à l'université de Bordeaux. Bordeaux 2? Bordeaux 2, à la Victoire. Vous avez été diplômé en quelle année? En 2014. En 2014, d'accord. Donc vous exercez en libéral depuis 8 ans? Non, j'ai d'abord été psychologue en EHPAD, au sein de 3 EHPAD de Dordogne. Oui. Ensuite, c'est très formateur d'ailleurs, ça, on apprend beaucoup de choses, je pense, dans les EHPAD auprès de nos anciens. Ouais. Tout à fait. Ensuite, j'ai occupé un poste de coordinatrice de soins à domicile au sein de la plateforme territoriale d'appui de la Dordogne. Oui. Voilà, pour venir en soutien aux professionnels de santé en s'occupant de personnes en situation complexe à domicile. D'accord. Définition de situation complexe? Des personnes qui vont être atteintes de pathologies, par exemple de maladies de mémoire, qui vont être dans le refus des aides. Ou qui ne vont pas avoir accès aux aides, avec un entourage qui peut être épuisé ou absent. Donc vous allez intervenir avec le personnel médical, en fait, pour trouver la meilleure façon, pour que tout se passe bien, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait, pour permettre aux personnes de pouvoir rester chez elles dans des bonnes conditions, en sécurité, avec les aides et les soins dont elles ont besoin. Ok. En cabinet libéral, qui est-ce qui vient vous voir généralement? C'est quel type de personne, quel type de clientèle, quel âge? Alors, je reçois des patients, en majorité des adultes, jeunes adultes, mais ça peut être aussi des personnes plus âgées, et également des adolescents à partir de 15 ans. D'accord. Quels sont les thèmes qui vous portent avec votre clientèle, les gens qui viennent vous voir? Quelles sont vos grandes... Alors, je vais surtout intervenir dans la thématique du psychotraumatisme. Je suis formée à l'approche EMDR. Oui, oui. Voilà, qui est une ne pas oublier le E d'ailleurs. Le MDR. C'est très important, tout à fait. C'est un petit peu d'humour, c'est toujours... Oui, tout à fait. Et donc, la gestion du trauma? Oui. D'accord. Oui. On avait eu Madame Bertougneux ici qui avait expliqué comment survivre à une agression.
qui peut être traumatique. Oui. Ce sont des domaines qui sont aussi intéressants. Oui, tout à fait. D'accord. Et votre métier, vous l'aimez? Beaucoup, énormément. Ça se voit, parce que quand vous en parlez, vous vous décrispez, il y a une lumière qui arrive, vous aimez ça, c'est très bien. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, Pauline Bonamy, chez nous, ce soir, sur RLP, en direct depuis Coulommiers-Chamiers, que j'ai sollicité il y a maintenant un mois et demi, me semble-t-il, pour lui demander s'il accepterait de nous expliquer ce qu'est un pervers narcissique, qui est un terme que j'ai découvert lorsque je suis revenu en France en 2014. Je suis parti de France, personne n'en parlait. Quand je suis revenu, j'entendais ça partout. C'était vraiment une grande mode locale, c'était une grande interrogation. J'avais à l'époque écrit un article sur mon blog qui s'appelait « L'arnaque du pervers narcissique », qui a été l'article qui a eu le plus de succès sur mon blog. J'ai fait des dizaines de milliers de vues, je crois. J'avais tapé un peu sur un forum Facebook qui me plaisait. Bon, c'est particulier. Alors, je voudrais savoir, donc maintenant je vais demander aux professionnels, à la personne qui a vraiment étudié la question, qui est venue. Et là, je vois, j'ai plusieurs pages de prise de notes. C'est parfait, je vais pouvoir l'interroger, creuser le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique pour de vrai? Pour de vrai, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la définition? Alors, un pervers narcissique, la perversion narcissique, c'est un trouble de la personnalité narcissique. Donc, c'est pas une maladie psychiatrique qui... Il n'est pas sur le référentiel Non, des classifications diagnostiques internationales, non. C'est un trouble de la personnalité narcissique. Donc, c'est une personne qui est caractérisée par un manque d'empathie, donc une incapacité à se mettre à la place des autres, à ressentir les besoins et les sentiments des autres. Narcissique parce que c'est une personne qui a une haute estime d'elle-même, qui va avoir un ego démesuré, qui va chercher l'admiration des autres, qui va chercher à être aimé, mais aux dépens d'autrui. Voilà. Et perversion parce que il y a une jouissance en fait à faire souffrir l'autre. D'accord. C'est la définition du pervers narcissique. Oui. Mais si on se limite à ça, il y a 20% de la population qui est pervers narcissique. Alors, les pervers narcissiques représentent 2 à 4% de la population. Ah bon, moi j'avais vu qu'on avait trouvé uniquement 7 cas réels dans le monde. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup d'articles, effectivement, sur le sujet, mais pas de réelles études scientifiques. Tout simplement parce que les pervers narcissiques ne consultent pas en psychologie. C'est une population qui est difficile d'accès. Donc, on recueille en fait le témoignage des victimes des pervers narcissiques. Ce sont, si je me souviens bien, les gens, par exemple, qui dirigeaient les camps de concentration et qui y prenaient plaisir. En se mettant en valeur, en marchant sur les morts, par exemple. On a vraiment des profils, des personnes qui, effectivement, qui ont une espèce de jouissance intérieure à tout saccager, en même temps qu'on se fait admirer. C'est la caricature de Dracula dans les films, et ce genre de choses. C'est un petit peu ça. Tout à fait. D'accord. Mais rassurez-moi, toute personne qui est un peu chef d'entreprise, ou qui est un petit peu artiste, ou qui met sa tête sur une affiche, c'est pas un pervers narcissique. Non. La caractéristique du pervers narcissique, c'est effectivement d'avoir ce trait de perversion. Et donc cette jouissance, en fait, à faire souffrir l'autre pour justement combler sa faille narcissique, puisque c'est quelqu'un qui s'est construit, en fait, dans un environnement insécure, donc qui a des carences affectives massives et qui va se servir d'autrui pour pouvoir compenser ces failles-là au détriment de l'autre. Alors, c'est une question intéressante, d'accord. On a passé maintenant sur la définition du PN. Voilà. Comment on devient PN? On a commencé à l'aborder, mais comment on devient PN? Voilà. On devient pervers narcissique, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand on s'est construit dans un environnement dysfonctionnel, quand on a eu des carences, quand on a vécu des carences affectives. Leurs parents les aimaient pas, et donc après... Par exemple, oui, qui ont vécu le rejet, l'abandon, le mépris, qui n'ont pas eu en tout cas une sécurité affective suffisante pour pouvoir... se construire correctement. D'accord. Bon, je suppose que tous les orphelins ne deviennent pas PN. Non, et heureusement. Heureusement, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Qu'est-ce qui fait que certains le deviennent et pas d'autres? Après, ça dépend effectivement
de l'environnement dans lequel la personne va évoluer, potentiellement des violences aussi qu'elle aura subies au cours de son enfance. C'est des traits qui vont s'installer assez tôt finalement, vers 4-5 ans, on peut déjà observer des traits de personnalité, de manipulation. Ils vont commencer à égorger les chats, tuer les écureuils, ce genre de choses. Non, je sais pas, on voit des choses des fois, c'est ce genre-là, ce genre un petit peu. Par exemple, après, c'est difficile à... Un goût, infliger de la souffrance aux autres déjà peut-être. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Après, dans la perversion narcissique, il y a de la manipulation. Donc les manipulateurs sont nombreux et tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. Voilà, on peut trouver aussi différents types de profils dans la manipulation sans que ce soit forcément de la perversion narcissique. D'accord. Ok, et comment est-ce qu'on les détecte en fait? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens en ont peur. C'est plutôt masculin, c'est plutôt féminin? Alors la perversion narcissique n'a pas de genre, mais c'est vrai qu'on repère effectivement davantage d'hommes chez les pervers narcissiques. En tout cas, c'est eux qui se font le plus facilement insulter et traiter de PN. Oui. Ça, je ne sais pas s'ils le sont pour de vrai, mais c'est généralement une espèce d'argument, d'anathème qui nous est lancé à nous. Mais c'est pas que nous. Ce ne sont pas que les hommes, effectivement. Okay. Il y a aussi des femmes perverses. Donc, vous me posiez la question de comment les reconnaître, comment les repérer. En fait, ce sont des personnes qui sont insensibles aux besoins et aux sentiments des autres, qui se sentent supérieurs aux autres, qui ont une haute estime d'eux-mêmes, qui ne se remettent jamais en question. Ça, c'est aussi un trait caractéristique de la perversion narcissique, qui vont aussi se montrer très séduisants, très charismatiques, très avenants en public, et qui vont avoir un visage caché dans le privé, et qui vont se montrer beaucoup plus cruels et méchants. Voilà, ils vont aussi pouvoir montrer des incohérences entre leurs actes et leurs paroles. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, prendre plaisir à faire souffrir l'autre. D'accord, on a des proportions, si j'ai bien compris, qui vont jusqu'à la destruction. Oui, côtoyer un pervers narcissique est très destructeur. D'accord, bon. Alors, ça, c'est le point de vue du psychologue. Et quelle est l'application qu'on en fait dans la vie de tous les jours? Est-ce que les gens, lorsqu'ils se traitent les uns les autres de PN, est-ce que ça veut vraiment dire ça? Ou est-ce qu'il y a un terme technique et il y a ensuite une espèce de compréhension qui est venue dans le monde, dans l'usage courant? C'est un terme qui est galvaudé, c'est vrai, et finalement, avant de parler de perversion narcissique, il y a aussi les relations toxiques. Il y a les salauds, il y a des personnes qui se comportent mal de manière générale, c'est pas pour autant que ce sont des PN. Oui, la relation peut être toxique, effectivement, sans que les personnes qui la composent soient des pervers narcissiques. Voilà, donc la relation toxique, ça va être une relation dans laquelle on va se sentir malheureux, dans laquelle on va être dévalorisé, qu'on va avoir du mal à remettre en question, aussi parce que parfois, il y a le caractère obligatoire de la relation, quand il s'agit d'un parent, de son patron, d'un enfant. Voilà. Mais effectivement, là, qui dit relation, dit deux personnes, donc c'est pas forcément lié à la pathologie de quelqu'un, c'est plutôt l'assemblage de deux personnes qui devient toxique. C'est très deux personnes qui ne s'entendent pas, qui se veulent du mal, sans que ce soit de la perversion narcissique. C'est une configuration de deux individus, deux unités qui, ensemble, il se trouve qu'elles ne sont pas forcément du bien, elles se tirent plus vers le bas que vers le haut. Oui, tout à fait. Donc, il y a une notion de toxicité. D'accord. Mais ça, c'est pas le pervers narcissique, en fait. Non. D'accord. Non. C'est une relation toxique. J'ai oublié de demander tout à l'heure, ça se soigne, un PN, ou c'est... Alors malheureusement, la perversion narcissique ne se soigne pas, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, les pervers narcissiques ne consultent pas, ou très peu, ou en tout cas ne restent pas en thérapie, puisqu'ils sont incapables de se remettre en question. Ça viendrait en fait effondrer l'idéal qu'ils ont d'eux-mêmes, et le mythe qu'ils se sont construits en fait autour de leur personne pour ne pas s'effondrer psychiquement. Donc déjà, quelqu'un qui se remet en question, qui est capable de changer de posture, voire de s'interroger, n'est pas un PN. Tout à fait. Il n'est pas perdu, d'accord. Tout à fait. D'accord.
Tout à fait. C'est aussi le signe d'alerte pour les victimes des pervers narcissiques, voilà, de se dire que il est vain d'espérer que la personne puisse et veuille changer, même si c'est ce qu'elle peut effectivement dire, pour maintenir l'emprise sur sa victime. Voilà. Mais ce sont des personnes qui ne vont pas consulter, qui n'ont pas accès à l'élaboration et à la remise en question, qui ont une personnalité très rigide et qui sont très défensifs affectivement. Voilà. Donc ils ne sont pas accessibles à un travail thérapeutique et à une remise en question et une reconnaissance de leur... Ils sont très introvertis et en même temps, ils se mettent en avant. Oui, tout simplement parce qu'ils sont capables d'avoir plusieurs masques. Le vrai visage du pervers narcissique va être cette personne qui, justement... a une faible estime d'elle-même, qui est très carencée sur le plan affectif. Et pour lutter contre ça, ils vont chercher à se mettre en avant, se mettre sur un piédestal, chercher l'amour et la reconnaissance de l'autre. Et adopter, du coup, ils savent très bien s'adapter aux personnes qu'ils ont en face d'elles. Donc, en fait, ils portent un masque le temps d'eux, jusqu'à ce que le masque tombe et le piédestal tombe. Voilà. Mais effectivement... Alors, dans les conflits familiaux, qui est ADN de l'association, parce qu'au départ, on venait de la part enfin, il y a plusieurs années, de nombreuses années, ce qui était à l'origine de l'association, qui a donné lieu à l'émission de radio, c'était les conflits familiaux et les parents qui n'arrivaient pas à voir leurs enfants. On a une très mauvaise gestion des conflits familiaux en France, malheureusement, que ce soit par l'institution ou par... voilà, on a les pères d'aujourd'hui notamment qui ont le sentiment parfois d'avoir du mal à rentrer dans la nouvelle société, etc. Et cette espèce d'utilisation du terme pervers narcissique est une arme de destruction massive. Très clairement, quand on se fait traiter de pervers narcissique, on ne peut plus se mettre en avant, on ne peut plus être séducteur, on ne peut plus être sûr de soi, on ne peut plus s'affirmer, on est complètement dévirilisé. Comment on fait pour répondre à parce qu'en fait, c'est violent. La définition est tellement floue que si on la regarde, toute personne qui a un peu de présence, de consistance, qui cherche à faire une réussite d'entrepreneur personnel ou artistique, qui va chercher à plaire, qui va chercher un peu à s'imposer, qui a un caractère fort, eh bien, une part de sa personnalité va correspondre à la description. Pas toute sa personnalité, mais une part de sa personnalité va correspondre. Et donc, comment on fait ? Effectivement, le narcissisme repose sur l'amour de soi. Et donc, Narcisse se regarde, je crois, dans l'eau et passe beaucoup de temps à étudier son reflet. C'est ça, dans l'éthologie grecque. Narcisse, c'est ça. Donc, il se regarde et il se perd dans son reflet en oubliant le reste du monde. C'est bien ça, hein ? Oui. D'accord. Oui, mais être narcissique n'est pas une mauvaise chose. Pas tout le temps. Il faut porter de l'amour n'est pas une mauvaise chose. Certaines personnes ne seraient pas devenues Jean-Jacques Goldman ou Johnny Hallyday s'il n'y avait pas une part de narcissisme quelque part, parce qu'ils ne nuisaient pas à leur environnement. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bien en fait ? Dans la perversion narcissique, qu'est-ce qui n'est pas bien ? De nuire à son environnement. De nuire à son environnement. Quelque part, on peut se réduire à ça. Tout à fait. D'accord. Et ok. Et pourquoi est-ce qu'on a autant de personnes qui se traitent les uns les autres de PN lorsqu'ils ne s'entendent plus, alors que quelques mois avant, ça allait très bien ? Parce qu'effectivement, c'est un terme qui est de plus en plus, qui fait couler beaucoup d'encre et qui est de plus en plus mis en lumière. Qu'est-ce qui a frappé l'imaginaire des gens pour qu'on s'empare de ce sujet comme ça en quelques années ? Si on peut pas, ça a touché une partie peut-être de notre... pour qu'on réagisse comme ça et que tout le monde en parle, qu'il y ait autant d'intérêt, c'est que ça a touché quelque chose en nous ? Oui. Oui. À votre avis, qu'est-ce que ça a pu toucher d'inconscient d'aussi fort ? C'est un terme et ce sont des personnes qui font peur. Il y a aussi beaucoup de violence. C'est de la violence psychologique, parfois même jusqu'à la violence physique. Donc ce sont des personnes qui... J'ai cru comprendre qu'elles préféraient pousser les gens à se faire du mal elles-mêmes, mais bon, c'était... Il arrive aussi qu'elles passent à l'acte. D'accord. Alors c'est vrai que sur le plan physique, c'est moins fréquent parce que le pervers narcissique va aussi faire attention à ne pas laisser de traces.
Donc les violences psychologiques sont moins visibles. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte et de façon générale, ça se passe toujours en privé. Après, il peut arriver aussi... Ça, c'est le grand piège. Ça. Il est très bien, sauf quand personne ne le voit. Comment vous voulez répondre à ça? Comment on fait pour répondre à un truc pareil? Peut-être vous parlez un petit peu de comment se met en place la relation d'emprise avec, la victime. Donc effectivement, le pervers narcissique va procéder par étapes. La première phase va être une période en fait de lune de miel qu'on appelle le love bombing, ce qui correspond en fait au conte de fées où la relation apparaît idéale, parfaite. Le pervers va être aux petits soins, on va se sentir considéré, aimé comme on ne l'a jamais été, compris comme on ne l'a jamais été. Il va promettre monts et merveilles et s'engager assez rapidement d'ailleurs dans des projets de type mariage, enfant, voyage. Voilà, il va faire attention à s'adapter le plus possible à la personne qu'il a en face de lui, à lui poser des questions pour mieux la connaître, savoir quels sont ses rêves les plus profonds et pouvoir après lui répondre à toutes ses envies de façon à resserrer petit à petit l'étau sur elle et instaurer du coup la phase d'emprise où là la lune de miel va se transformer en cauchemar progressivement. Les promesses vont laisser place aux mensonges, à la trahison, à la culpabilisation. Voilà, c'est séduire pour mieux nuire, en fait, finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on réagit dans ces cas-là? Alors, malheureusement, quand la victime prend conscience du caractère toxique de la relation et de la personne, l'emprise est déjà installée. Donc il n'est pas évident de partir, d'autant que on a souvent fait beaucoup d'efforts et on a mis beaucoup d'énergie dans cette relation, aussi bien pour qu'elle fonctionne ou pour changer et espérer que le pervers retrouve son état initial, avec une relation qui était celle d'une lune de miel au départ. Donc c'est difficile pour la personne de quitter une relation après avoir mis tant d'énergie et vouloir récolter finalement les fruits de tout ça. C'est pas la définition d'une relation amoureuse, quelque part, de démarrer par une lune de miel, l'espèce de promotion du début, comme on peut dire, qui en fait, quelques années plus tard, la relation se transforme, c'est plus une relation de partenariat qui se met en place, la lune de miel n'est pas éternelle. Effectivement, la lune de miel n'est pas éternelle, mais une relation saine repose sur... Oui, on n'est pas là pour tuer l'autre. Exactement. C'est possible, c'est beaucoup mieux comme ça. Exactement. Oui, voilà. tout à fait. Donc avec toujours des notions de respect, et de vouloir le bien de l'autre, tout simplement. Donc... Ok, comment se fait-il que ce terme, je vais vous dire un truc, moi je suis arrivé de l'étranger, j'ai découvert ce terme, j'ai regardé des dossiers de séparation, de divorce au JAF, au JDE, parce que j'accompagnais les gens, j'ai essayé de faire du soutien, etc. Et je me suis retrouvé à avoir des personnes qui n'étaient pas de culture occidentale, donc qui ne savaient pas du tout culturellement ce qu'était un PN, se mettre tout d'un coup à adopter un langage d'accusation de type PN pour accabler leur ex. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu une dénaturation du terme et le langage commun, la sociologie commune, on a fait une espèce d'arme, en fait, d'arme dans les conflits. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner, par contre, aux personnes qui ont vraiment été victimes de ça? En parler.
En parler. Comme d'habitude, mettre des mots sur une souffrance et ce qui se passe pour commencer à s'en occuper et tout le traiter. Tout à fait. En parler, ce qui n'est pas toujours évident puisque souvent les sentiments de honte et de culpabilité sont là dans ce type de relation. Mais en parler autour de soi, se faire aider aussi sur le plan psychologique puisque l'estime de soi a été fragilisée durant cette relation. Donc voilà, en parler et surtout fuir la relation. Oui, de toute façon, une relation toxique qui ne vous convient plus, il faut effectivement survivre. D'ailleurs, on ne le dira jamais assez, il est aujourd'hui très facile de consulter un psychologue. Il y a des dispositifs de sécurité sociale depuis le Covid qui existent. Je ne sais pas si vous en faites partie, si vous êtes inscrite. Non, je ne suis pas inscrite. Mais vous pourriez le faire si vous voulez, par exemple. Tout à fait. Et puis, on peut toujours conseiller aux gens qui ont besoin, qui ne se sentent pas bien, d'aller discuter avec un professionnel ou une professionnelle. D'ailleurs, je crois qu'on vous trouve comment, vous ? Je crois que vous êtes sur Internet, vous avez un... J'ai un site Internet, effectivement. Oui, qui s'appelle le psychologue-périgueux.com. Oui, tout à fait. Voilà. Puis vous êtes tout à fait disposé à accueillir des victimes de ce genre, oui. Voilà, pour les aider. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas ? C'est déjà le cas. Donc vous avez été confronté à des personnes qui vraiment ont eu des soucis dans cette configuration-là. Oui, tout à fait. Vous avez des exemples ? Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu une jeune femme qui a subi des violences, pour le coup, physiques et psychologiques d'un pervers narcissique avec qui elle a passé moins de 2 mois. Donc, un homme qui est passé à l'acte très rapidement. Mais c'est elle qui décide qu'il est PN ou alors comment vous savez qu'il est PN ? C'est une hypothèse diagnostique en fonction du témoignage, effectivement, de cette personne. D'accord. Mais Isabelle Nazaraga, qui est une thérapeute cognitivo-comportementaliste, a déterminé 30 critères. 38, non, il n'y a pas... 30 critères. 30 critères. Ouais. Et elle explique qu'à partir de 14, on peut parler de perversion narcissique. D'accord. Voilà, donc ça, ce sont aussi... D'accord, moi j'avais lu qu'il fallait remplir les 30, et là effectivement on arrive aux 7 ou 8 uniques qu'on a trouvés dans l'histoire. Mais si effectivement, partiellement on est à 14, on peut comprendre qu'il y ait plus de personnes concernées. Oui, tout à fait. D'accord, ça s'explique. Tout à fait. D'accord. Alors après, voilà, les 30 critères correspondent aux 30 critères d'un manipulateur. Oui. Voilà, et on peut parler de perversion narcissique à partir de 14 critères. Nous sommes dirigés par des gens qui vendraient des réfrigérateurs à des Esquimaux, donc peut-être que... Enfin bon, passons, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il fallait dire, voilà, tout va bien. C'est moi qui l'ai dit, c'est pas vous. Bon. Pauline Poinoni, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venue. Et puis, écoutez, à la semaine prochaine, bonne continuation. Merci. Au revoir. Famille, justice, enfance.